Remercier l'École nationale des chartes qui a permis d'abord l'édition de ces deux magnifiques volumes et qui nous abrite aujourd'hui pour la présentation de ces deux ouvrages. Donc, je commencerai d'abord par rappeler qui étaient les Génovéfains, car c'est un terme qui souvent suscite l'interrogation chez nos contemporains lorsque nous arrive de le prononcer dans des conversations. Alors aujourd'hui, les lecteurs de la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève travaillent dans une salle ornée des portraits des rois de France et de bustes de personnages célèbres. Parmi ces personnages célèbres figure un chanoine régulier, un Génovéfin, le père Pingré, mathématicien et astronome du siècle des Lumières. Alors, il en était déjà de même quand Nicolas Petit était conservateur, et je ne sais si c'est ce buste ou les portraits gravés des supérieurs généraux, dont vous avez ici quelques exemplaires, et qu'il a été le premier à inventorier, qui lui a donné... Excusez-moi, alors, c'est pas la bonne diapositive. Je ne sais pas comment. Ah voilà, excusez-moi. Voilà. Donc ces portraits, donc gravés des supérieurs généraux de la Congrégation de France, qui lui l'ont poussé donc à dresser d'abord une prosopographie génovéfaine, puis une bibliographie génovéfaine. Alors l'entreprise était téméraire pour deux raisons. La première, parce qu'étudier les Génovéfains, c'est se pencher sur des oubliés de l'histoire. Dès le XIXe siècle, un siècle après leur disparition, Flaubert n'avait-il pas écrit dans le dictionnaire des idées reçues « Génovéfains, de point on ne sait pas ce que c'est ». La deuxième raison, c'était l'ampleur de la tâche, car ces oubliés étaient singulièrement nombreux. Le recensement entrepris par Nicolas Petit allait révéler qu'ils furent plus de 5300 sur un peu plus d'un siècle et demi. Le but qu'il s'était fixé était donc double. D'abord, recenser les chanoines, faire ensuite l'inventaire de leurs écrits. Je commencerai par la première entreprise. Est tenté en préliminaire de répondre à cette question simple en apparence, qu'est-ce qu'un Génovéfain ? Jusqu'aux années 1620, c'est un chanoine de l'abbaye parisienne de Sainte-Geneviève, dont vous voyez aujourd'hui les bâtiments qui subsistent et qui forment l'actuel lycée Henri IV. C'est donc un chanoine de cette abbaye ou de d'une dizaine d'abbayes alentour en Île-de-France rattachées à Sainte-Geneviève. Une abbaye qui tirait son prestige avant tout des reliques de Sainte-Geneviève, pieusement conservées dans l'église située à l'emplacement de l'actuelle rue Clovis. À partir de 1624, le cardinal de la Rochefoucauld en devient abbé commendataire. Il aurait pu se contenter de profiter des revenus attachés à ce bénéfice, mais il est alors un artisan de la réforme des ordres anciens en France. Joseph Bergin a rappelé dans une étude consacrée à cette figure, elle aussi oubliée, ce que cette tâche pouvait avoir de difficile, d'ardu, voire d'ingrat, dans le royaume de France au tout début du XVIIe siècle. Car qui dit réforme d'ordre ancien dit nécessité de convaincre, de retourner à la règle, et quasi inévitablement, cela entraîne querelles et procès. Pour s'acquitter de cette tâche, le cardinal de la Rochefoucauld s'adjoignit très tôt l'aide d'un carteron de chanoine, si on peut s'exprimer ainsi, venant de Saint-Vincent de Senlis, parmi lesquels se détacha très vite la figure de Charles Fort que vous voyez ici, tout en haut à gauche, et qui fut le premier supérieur général. En quelques décennies, la nouvelle congrégation de France, et le nom dit bien l'ambition nationale à l'échelle du royaume, comprit une centaine de maisons abritant plus d'1 millier de chanoines. Ce nombre qui fut maintenu bon an, mal an, jusqu'à la Révolution. Voilà donc une définition très générale et théorique du mot génovéfain. Un membre à partir des années 1630, non plus de l'abbaye de Sainte-Geneviève, mais de la congrégation
de France ou congrégation de Sainte-Geneviève. On est donc passé en quelques décennies, et là le nombre des abbayes varie très peu à partir des années 1680, on est passé en quelques décennies d'un cadre parisien, à la limite francilien pour les quelques prieurés qui dépendaient de Sainte-Geneviève, à un ensemble national. Et vous conviendrez que cette définition est un peu sèche et théorique et que cela ne permet guère de mieux connaître les Génovéfains. L'un des grands apports de la prosopographie de Nicolas Petit, c'est qu'elle permet de connaître le moindre chanoine, religieux d'une maison éloignée de Paris, professe, ou même parfois simple convers d'une maison de province. Saint-Volusien de Foix ou Saint-Irénée de Lyon, ou encore d'un très modeste prieuré, par exemple Notre-Dame des Vaux ou Saint-Pierre de l'Esterpe, qui se trouve bien éloigné de Paris. Or, l'entreprise était compliquée, non seulement parce qu'il n'existait pas de registre matricule, à l'instar de ceux des congrégations bénédictines de Saint-Maur ou Saint-Vanne, mais aussi parce que certaines archives de l'ancienne congrégation n'avaient pas été conservées à Sainte-Geneviève, ni même à Paris. En bon chartiste, Nicolas Petit a rassemblé les sources internes, liste de professions, procès-verbaux de chapitres généraux, qui au début du XVIIe siècle ne sont pas toujours rédigés avec une très grande netteté, ça s'améliore ensuite, nécrologes, dont un nécrologe d'ailleurs qu'il a retrouvé en Allemagne et qui était jusque-là inconnu des gens qui s'intéressaient aux Génovéfains. Il a également recoupé ses sources internes avec des sources externes, comme le fichier Pisani, qui est le répertoire donc, du clergé parisien sous la Révolution, et qui lui a permis de suivre la destinée de certains individus au cours de l'épisode révolutionnaire. Il a pu ainsi les suivre hors du cloître lorsque les événements extérieurs ou leur propre volonté les conduisaient à changer d'habit religieux ou à quitter l'habit religieux. Simplement intitulé Prosopographie, ce premier volume est beaucoup plus riche que son titre ne pourrait le laisser penser. Car il permet en effet de rendre compte des variations du nombre des entrées, par exemple, et du succès de la congrégation à partir des années 1640, avec des entrées régulières chaque année d'environ 60 jeunes gens dans la congrégation. On a donc ainsi une image, cette fois vérifiée et exacte, et non plus des suppositions ou des extrapolations, comme j'avais été amenée à le faire pour ma thèse de doctorat, mais une image que l'on peut tenir pour exacte de la variation du nombre de professions religieuses chaque année. Et on peut ainsi constater, à partir des chiffres que l'on peut déduire de cette prosopographie, que la congrégation de Sainte-Geneviève a certes eu un très grand succès au cours du XVIIe siècle et jusqu'aux années 1750, mais c'est probablement l'une de celles qui subit le plus profondément la crise des vocations des années 1760-1780, avant un renouveau à la veille de la Révolution. Deuxièmement, cette prosopographie permet de rendre compte d'itinéraires individuels. Dans la congrégation d'abord, on voit comment fonctionne une congrégation qui se forme à l'échelle nationale en favorisant les carrières de ceux qui sont perçus comme les plus doués, les plus pieux, les plus savants, les plus habiles peut-être pour une politique interne à l'ordre, et qui gravissent progressivement les échelons de procureur d'abord, ce qui est une charge très lourde parce qu'il s'agit de régler les affaires, notamment les questions de contrat et de procès de toutes les maisons, en passant par l'échelon de prieur, puis pour arriver finalement à devenir visiteur d'une province, puisque cette centaine de maisons est divisée en 4 provinces, avant de pouvoir atteindre bien cette charge qui est très valorisée de supérieur général de la congrégation de France, qui est une charge qui est automatiquement liée à la fonction d'abbé de Sainte-Geneviève. Donc l'abbé de Sainte-Geneviève, à partir des années 1630, est à la fois
abbé de l'une des plus grandes abbayes du royaume et d'une des plus prestigieuses, qui échappe ainsi à la commande, et supérieur général d'une congrégation, ce qui lui donne un poids indubitable. Donc cela permet, cette prosopographie permet de retracer ainsi des carrières et de voir comment s'organise l'administration, finalement, le gouvernement et l'administration d'une congrégation. Cela permet aussi de repérer les liens familiaux et les lieux dans lesquels la congrégation recrute le plus facilement. Ça permet aussi de rendre compte de la vie des maisons, puisque vous avez dans cette prosopographie un index par maison. On peut donc ainsi voir comment certaines maisons sont des maisons qui attirent, sont des maisons qui suscitent l'intérêt des jeunes religieux, et d'autres qui sont perçues comme des solitudes, des déserts où la vie est plus difficile et qui finalement ont parfois un peu de mal à retenir les religieux. Donc une fois achevé ce premier travail, publié en 2008, Nicolas Petit a entrepris une seconde étude motivée par le constat d'après lequel les Génovéfains sont à la fois hommes de Dieu et hommes du livre. L'un des deux chanoines réguliers en couverture de la prosopographie ne tient-il pas d'ailleurs un livre entre ses mains? Et si l'on... Pardon, excusez-moi, c'est un peu en désordre. Si l'on examine donc ce portrait gravé de l'un des supérieurs de la congrégation au XVIIIe siècle, le père Sutten, on voit que figurent également des livres à côté de ce portrait. Ils sont donc hommes de Dieu et hommes du livre. L'écrit tient chez eux une place essentielle. À la fois en tant qu'écrit collectif, un certain nombre d'écrits et de publications sont l'œuvre de la congrégation dans son ensemble ou des personnages les plus en vue de la congrégation. D'autres écrits sont des écrits individuels que les Génovéfains signent de leur propre nom. Et je crois que l'on peut regrouper donc deux ensembles ainsi. L'écrit est rendu indispensable pour gouverner la congrégation. Et là, cela fait partie de ce premier ensemble d'écrits collectifs. Il est rendu indispensable par la taille même de la congrégation. Il est impossible à l'abbé de Sainte-Geneviève de connaître en détail chaque maison, d'identifier chaque frère. Et pour cela, la correspondance avec les supérieurs de province joue un rôle essentiel. De même, pour faire connaître les décisions prises par les chapitres généraux qui se réunissent tous les 3 ans, ou les décisions prises par l'abbé de Sainte-Geneviève, les imprimés sont indispensables, et notamment les lettres circulaires de la congrégation que Nicolas Petit a scrupuleusement répertoriées et qui sont vraiment, en quelque sorte, le fil conducteur de toute histoire de ces Génovéfains. Donc tout un ensemble de pièces imprimées, règles, statuts, constitutions, décrets des chapitres généraux et ordonnances, forment donc un outil très efficace pour assurer l'unité de l'ordre et faire en sorte que tous les chanoines partagent non seulement un même corps institutionnel, mais aussi un même esprit. Ces différents écrits constituent les 4 premières grandes rubriques de la bibliographie dressée par Nicolas Petit. Il constitue en quelque sorte une chaîne de papier qui relie les chanoines entre eux. Mais l'imprimé n'a pas cette seule fonction administrative ou normative. En effet, un chanoine de Saint-Victor, qui n'aimait guère les Génovéfains, avait dénoncé dans ceux qu'il qualifiait de montagnards, puisqu'ils sont sur la montagne Sainte-Geneviève, d'ignorants prétentieux. Et s'il y a bien au début de l'histoire de la congrégation, c'est vrai, une certaine méfiance à l'égard des études, elle est très vite remplacée par un véritable engouement qui est motivé par 2 raisons essentielles. La première, c'est que Sainte-Geneviève compte traditionnellement dans ses rangs le chancelier de Sainte-Geneviève, qui délivre donc des grades ou des diplômes. Et donc cela leur octroie de façon quasi automatique une place essentielle dans le fonctionnement de l'Université de Paris. Deuxièmement, pour assurer la relève et le recrutement de la congrégation, plusieurs maisons abritent non seulement des noviciats, mais aussi des séminaires d'enfants, des collèges, dont un certain nombre d'élèves choisissent de suivre leur maître en entrant dans la congrégation.
Ces séminaires d'enfants publient en particulier les annonces des pièces de théâtre données par les collégiens, et notamment, là c'est un des grands apports aussi de la bibliographie génovéfaine dressée par Nicolas Petit, on a tout le catalogue des pièces de théâtre, pour lesquelles, bien sûr, il y avait une annonce imprimée, représentées dans les collèges génovéfains. Et là, c'est un fond assez remarquable, puisqu'on a à la fois donc, les comédies, les tragédies et les ballets qui furent joués et dansés par les élèves. La dernière catégorie d'écrits imprimés, pour lesquels on peut considérer que la congrégation est en quelque sorte une forme d'auteur collectif, c'est celle des factums qui sont produits au cours des procès. Les génovéfains n'échappent pas à leur temps et au goût pour la chicane, puisqu'il y a en tout 450 factums qui ont trait à la vie de la congrégation. Enfin, ceux dont la première fonction est l'office des anges et la célébration du culte public sont aussi les comptables exacts ou les chroniqueurs vigilants des visites royales et des cérémonies liées à la chasse de Sainte-Geneviève. Je suis allée trop vite. Voilà. À la chasse de Sainte-Geneviève, qu'il s'agisse d'une procession solennelle comme celle-ci en 1652 ou d'une simple descente de la chasse. Alors, excusez-moi d'être un peu longue, le deuxième grand ensemble, et je terminerai par cela, du répertoire dressé par Nicolas Petit, comprend les 300 noms de génovéfains qui ont publié des ouvrages, qui sont devenus des auteurs. L'analyse rapide de ces ouvrages individuels rend compte de l'évolution sur plus d'un siècle du climat religieux et culturel du Royaume de France. On peut relever ainsi quelques types d'écrits. Sans surprise, les chanoines réformés participent largement à la vogue des ouvrages de dévotion qui accompagna le siècle des saints. Du Samuel ou Instructions spirituelles pour les enfants du père Charles Fort, qui est un ouvrage particulièrement intéressant, paru en 1638, au Testament spirituel ou Prière à Dieu pour se disposer à mourir du père Lallemand, ils ont été parmi les grands auteurs d'ouvrages spirituels. Le testament spirituel du père Lallemand fait partie des grands arts de mourir du XVIIe siècle. Ça a été un véritable best-seller. La première édition est de 1669, mais il y a plus d'une dizaine de rééditions. Et c'est un ouvrage qui est connu d'un certain nombre d'historiens qui ignorent totalement le nom de Génovéfain. Deuxièmement, homme de la Réforme catholique, mais aussi de la contre-réforme, les Génovéfains s'illustrent aussi par des ouvrages de controverse contre les protestants, notamment contre le pasteur Claude, qui est le pasteur de Charenton. En 1669 et en 1679, deux écrits de deux chanoines de Sainte-Geneviève s'opposent donc aux écrits du pasteur Claude. Bon, il faut dire qu'ils ne sont pas seuls non plus à prendre part à ces polémiques. Mais la controverse entraîne parfois également, cette controverse qu'on ne peut pas qualifier de dialogue, mais du moins de polémique avec les protestants, entraîne aussi parfois chez eux des défections parmi leurs rangs. Et une petite dizaine de chanoines a franchi la frontière confessionnelle en devenant protestants, et parmi eux, 3 d'entre eux ont pris la plume pour justifier leur conversion, ou ont pris la plume en accompagnant en quelque sorte leur conversion, leur changement de confession d'écrit. Alors le plus célèbre, c'est au XVIIIe siècle le père Pierre-François Le Courailler, artisan malheureux d'un rapprochement avec l'Église d'Angleterre, qui l'avait conduit à publier un premier ouvrage sur la validité des ordinations des Anglais, ouvrage qui n'a pas eu l'heure de plaire à la hiérarchie catholique et qui l'a amené à fuir outre-Manche. Moins connu, Charles-Marie de Veille, et là je dois avouer que je l'ai découvert en lisant la bibliographie, plutôt en consultant la bibliographie de Nicolas Petit. Charles-Marie de Veille est un juif converti au catholicisme par Bossuet, génovéfain, puis réfugié en Angleterre où il embrassa la religion anglicane, sans cesser de publier tout au long donc, de son itinéraire spirituel et religieux des commentaires des évangiles en latin qui seraient sans doute intéressants d'étudier de plus près.
Les Génovéfains ont aussi pris part à la querelle janséniste. Un certain nombre d'entre eux s'étant fait connaître dès les années 1640 comme des avocats de l'Augustinus. Enfin, la production génovéfaine s'illustre dans le domaine de l'histoire savante et de l'érudition. L'histoire pour ces chanoines est d'abord, mais pas exclusivement, celle de leur ordre, de leur congrégation. Nul ne pouvait mieux illustrer dans ce domaine que le père Dumoulinet, qui fut pendant longtemps... voilà, ça c'est le frontispice de l'un des ouvrages du père du Moulinet, enfin, l'une des gravures d'illustration de l'un de ses ouvrages, qui fut pendant de longues années donc à la tête de la bibliothèque Sainte-Geneviève, des années 1650 aux années 1680. Il vient d'ailleurs de faire l'objet d'une thèse d'une élève des Chartes qui doit soutenir au mois de juin prochain. Donc, le père du Moulinet est l'auteur de nombreuses pièces brèves sur des sujets d'érudition, mais aussi de plusieurs ouvrages sur l'histoire et les antiquités des chanoines réguliers. Plusieurs chanoines participent aussi à la querelle sur l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ, en défendant l'idée que celui-ci n'est autre que Thomas à Kempis, un chanoine régulier, et force est de reconnaître qu'ils sont plus près que les mauristes auxquels ils s'opposent de ce qui est aujourd'hui le plus largement admis. Mais ce dossier de la querelle de l'auteur de l'imitation de Jésus-Christ pourrait aussi aujourd'hui être repris à partir de l'étude de Nicolas Petit, puisqu'il a vraiment recensé tous les écrits relatifs à cette querelle produits par les Génovéfains. Enfin, l'histoire est illustrée aussi par le nom de Pierre Anctil, qui fut l'auteur après la disparition de la congrégation. Il était génovéfain, mais son plus grand ouvrage a été édité après la Révolution, donc après la disparition de la congrégation. Donc Pierre Anquetil est l'auteur d'une histoire de France, probablement l'un des premiers ouvrages de ce type d'histoire nationale, une histoire de France maintes fois rééditée, et qui représente donc bien au XVIIIe siècle ce goût des Génovéfains pour l'histoire, goût qui s'illustre également pour les sciences, qu'il s'agisse des mathématiques ou de l'astronomie. Donc au terme de ce panorama rapide, à partir de ce volumineux volume, en quelque sorte, de bibliographie génovéfaine, on ne peut plus douter aujourd'hui que les chanoines réguliers de la Congrégation de France ont été des acteurs essentiels de la vie religieuse, culturelle et intellectuelle de l'Ancien Régime, dont Sainte-Geneviève et sa bibliothèque, mais aussi nombre de maisons de province, ont constitué des pôles actifs, des lieux de sociabilité et d'échange. Et c'est peut-être une forme d'esprit de Sainte-Geneviève que Nicolas Petit avait su sauvegarder dans la salle de réserve lorsqu'il y était présent. Et je dois aujourd'hui saluer sa mémoire parce que je suis persuadée que je n'aurais jamais achevé ma thèse de doctorat sans son aide. Excusez-moi d'avoir été un peu long. Bien, je prends la parole à mon tour, et à mon tour, je tiens à remercier l'École nationale des Chartes et Jeannick Durand aussi, bien sûr, pour m'avoir associé à la production de cet ouvrage. Alors, je suis bien moins autorisé qu'Isabelle Briand, qui vient de parler, pour évoquer cette somme. Enfin, j'y suis autorisé par un biais un peu anecdotique que je vais évoquer. Ce sera le premier temps de mon propos, essayer d'apporter simplement un témoignage sur la genèse de cette entreprise, de cet ouvrage, une genèse au long cours. Et dans un deuxième temps, je voudrais juste esquisser quelques remarques sur un aspect particulier, mais qui avait intéressé Nicolas Petit aussi, sur cette production génovéfaine, en particulier donc pour les auteurs individuels, dont a parlé Isabelle Briand, à savoir les liens entre bibliothécaires et auteurs. La proportion des bibliothécaires est assez remarquable parmi les 300 auteurs individuels qui ont été mentionnés.
Alors, voilà, juste un témoignage d'abord donc sur la genèse de ce livre, donc comment j'ai été amené à y participer, en tout cas à participer au début du processus qui a conduit à ce livre, tout simplement à la sortie de l'ENS, donc l'ENS de Fontenay en juin 1993, donc ça vous montre à quel, voilà, c'est un ouvrage ancien qui a été conçu en tout cas il y a longtemps. J'avais été nommé chargé de recherche documentaire à la bibliothèque, donc à la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ces chargés de recherche documentaire, ce sont des contrats doctoraux qui existent depuis 1984, je crois, qui étaient réservés à des normaliens agrégés et qui consistaient donc à la fois dans un service d'enseignement dans une université et donc complété par un volume d'heures non négligeable dans un organisme documentaire de l'enseignement supérieur ou une grande bibliothèque patrimoniale. D'autres normaliens ont été, il y a eu d'assez nombreux chargés de recherche à la BNF, Barthélemy Jobert, Alain Vaillant, etc. Et un certain nombre ont été aussi, enfin, je crois 3, me semble-t-il, nommés à la bibliothèque Sainte-Geneviève, quelques années avant moi, Pierre Monet, actuel directeur de l'Institut franco-allemand. Un programme de travail avait été défini quand j'ai été nommé chargé de recherche documentaire, qui portait d'abord sur le catalogage de pièces publiées dans le cadre de la longue querelle entre jésuites et jansénistes, et notamment après la publication de la bulle Unigenitus. Donc, durant les 6 premiers mois de mon affectation, c'est à ces pièces de controverse que je me suis consacré, mais Nicolas Petit, tout au long de ces 6 premiers mois, me parlait déjà très souvent de la production des Génovéfins, et petit à petit, il m'invitait à me déporter plutôt de ce côté-là. Je n'y voyais absolument aucun inconvénient. Au contraire, d'abord, l'autre versant m'intéressait aussi. C'est pas le lieu d'en parler ici, mais en réalité, le nombre de pièces dans le fond de la réserve n'était pas inépuisable. Et alors que du côté évidemment de la production imprimée des Génovéfins, c'était beaucoup plus considérable. Et donc l'idée de travailler à cet ensemble à la fois cohérent, extrêmement cohérent, évidemment, mais en même temps très varié, comme l'a bien indiqué Isabelle Briand, m'a séduit. Et donc j'ai été très content de pouvoir collaborer à un projet dont je voyais bien qu'il tenait très à cœur à Nicolas Petit. Je crois pouvoir dire, et il me semble que c'est le témoignage d'ailleurs qu'il fait dans le texte qui sert d'introduction au volume, qui est le texte d'une conférence qu'il a donnée devant la Société des Antiquaires, la Société nationale des Antiquaires, que c'est vraiment le projet de bibliographie qui est premier par rapport à la prosopographie. La prosopographie est en quelque sorte une émanation de son projet qui était d'abord celui d'une bibliographie. Alors, il s'agissait pour moi de découvrir ce fond qui, dans toute son étendue, alors un certain nombre d'ouvrages avaient déjà été catalogués, bien sûr, mais il s'agissait de les cataloguer dans la base BNOPAL, comme on appelait ça à l'époque. Je suppose que ce nom est obsolète, mais là, je suis en dehors de mes zones de compétences. Et il s'agissait d'accompagner ce catalogage d'un travail de description bibliographique de manière informatique. Donc, ce travail visait à couvrir donc l'ensemble du champ qui a été présenté par Isabelle Briand, à savoir donc les ouvrages publiés par les Génovéfins en leur nom propre, mais aussi tous les écrits pour lesquels la congrégation constitue une sorte d'auteur collectif, les règles, les statuts, les décrets de chapitre, les lettres circulaires, les mandements, les ordonnances, l'œuvre liturgique, bien sûr l'ensemble des thèses, bref, tout cet ensemble qui vient d'être évoqué. Notamment ces thèses, c'est un ensemble que Nicolas Petit avait découvert en grande partie dans des cartons. Elles n'avaient jamais été pour le coup cataloguées, vraiment avec la
poussière témoignait de cette découverte. Et donc c'était vraiment un travail très intéressant que de décrire et de cataloguer cet ensemble, hein. Je crois qu'il y en a à peu près 200. Et donc entre l'hiver 1994 et l'été 97, j'ai décrit et catalogué près de 2000 références donc dans BN Opal, et en accompagnant donc ce catalogage d'une activité donc de description sur des fichiers informatiques, hein, en alimentant un fichier qui avait été entièrement conçu évidemment par Nicolas Petit. Je regrette d'ailleurs de n'avoir aucune trace. J'imagine quelque part, j'ai bien dû conserver quelques disquettes, mais je suppose qu'elles ne peuvent plus être lisibles sur aucun appareil CD. Nicolas Petit était extraordinairement à l'aise avec MS-DOS, et moi, pas du tout. J'étais un adepte des logiciels paresseux de la marque à la pomme, beaucoup plus confortable. Donc, mais il était... j'en parle avec un peu de sourire, avec oui, un peu de nostalgie presque, parce que je me souviens très précisément de son mélange de vigilance sourcilleuse, d'ironie bienveillante sur les coquilles que je pouvais faire. Et moi qui me pensais rigoureux dans mon travail, j'ai eu très souvent à en rabattre de mes prétentions, tant sa rigueur et sa précision ne pouvaient guère être prises en défaut. Et donc c'est de ce projet qu'est né ensuite, hein, la prosopographie génovéfaine, mais je n'en parlerai pas puisque Isabelle Briand en a très bien parlé. Alors, c'est peu dire qu'entre les fiches que je laissais, hein, entre l'état des choses, disons, tel que je l'ai laissé en 1997, et la bibliographie génovéfaine qui paraît plus de 20 ans plus tard, c'est peu dire que l'écart est immense. D'abord parce que de mon côté, j'ai essentiellement travaillé au catalogage, et aussi en partie donc à la description bibliographique de la production génovéfaine, mais je travaille sur la description de la production génovéfaine conservée à la réserve de la bibliothèque. Alors que le projet de Nicolas Petit s'est évidemment étendu à une véritable bibliographie génovéfaine. Donc d'un point de vue quantitatif, Nicolas Petit a considérablement enrichi le nombre de notices à partir de l'état donc des 2000 notices à peu près de 1997, puisqu'on arrive à un total d'à peu près de 3200. L'enquête donc de Nicolas Petit a été totalement méthodique, extrêmement fructueuse. Il a accumulé les fiches et les recherches au fil des années, bien après son départ de la réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève en 1998. Et surtout, je dirais, oui, surtout, je ne sais pas s'il faut dire surtout, mais aussi sur un plan qualitatif, il a complété avec une science admirable les notices très lacunaires que j'avais laissées. Et je ne parle même pas des index, pour lesquels on sait qu'il avait un goût très prononcé et sur lequel il ironisait volontiers lui-même. Nous sommes revus régulièrement après la fin de mon contrat à la bibliothèque Sainte-Geneviève, presque jusqu'à son décès. Il me tenait informé de l'avancée de son travail, me montrait les liasses d'un dossier qui ne cessait d'augmenter, de s'enrichir. Il avait toujours la générosité de me dire qu'il tenait à ce que je sois crédité lorsque le volume paraîtrait. Et c'est pour respecter cette volonté qu'à l'invitation de Jeannick Durand, que je tiens à remercier très vivement, j'ai accepté donc que mon nom figure sur le volume, même si mon rôle fut en fait bien modeste. Tout au long de ces 4 années de travail, j'ai eu la thèse d'Isabelle Briand sous sa version de soutenance, pas la version publiée, à mes côtés, pour mieux comprendre l'histoire de la congrégation, la logique de sa production. Une logique qui m'était assez étrangère, puisque moi je suis professeur de littérature française, j'étais à ce moment-là doctorant, et comme le souligne Nicolas Petit, comme l'a souligné Nicolas Petit dans la communication qu'il a faite donc devant la Société nationale des antiquaires de France, bien qu'ayant frôlé Erasme, Descartes et Pascal, bien qu'ayant effleuré Voltaire et Rousseau, les Génovéfains ont laissé une trace bien faible dans la littérature. Et de fait, depuis, dans mes recherches 18e, il est rare que je sois amené à croiser le nom ou l'œuvre d'un de ces Génovéfains, à l'exception peut-être du père Le Bossu, dont le traité du poème épique a eu un grand succès. Je le recroise assez régulièrement pour mes travaux sur l'esthétique du poème épique chez Voltaire, par exemple, mais aussi sur les travaux sur l'églogue de Fontenay. C'est un traité qui a eu un grand succès, qui a été traduit très tôt à Londres en 1695, pardon, et un peu plus tard en Allemagne. C'est un traité très intéressant.
Mais c'est peu dire que j'ai beaucoup appris en effectuant ce travail aux côtés de Nicolas Petit, pour décrire et cataloguer convenablement, évidemment pas avec les exigences de Nicolas Petit, mais à peu près correctement la production genevéfaine. Hein. J'ai eu besoin d'une initiation, hein, à l'histoire matérielle du livre notamment, et c'est évidemment essentiellement à Nicolas Petit que je dois cette initiation, et je lui en suis très reconnaissant. Je ne suis pas pour autant devenu spécialiste des Génovéfains, mais je voudrais maintenant indiquer, donc dans un deuxième temps, ce qui m'a frappé et qui est un aspect qui avait retenu l'attention de Nicolas Petit aussi, c'est-à-dire les liens étroits qui, dans la congrégation des Génovéfains, ont uni les activités de collection, de rassemblement d'une collection et l'activité de production de textes au sein d'une communauté qui, assez vite, s'est voulue savante. Alors, si ce trait m'a frappé, c'est bien sûr parce que j'ai découvert ce fonds en travaillant à la réserve de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, comme au fond une sorte de bibliothécaire adjoint, si l'on peut dire. Et la bibliothèque de l'abbaye est évidemment l'héritière. Pardon, la bibliothèque de Sainte-Geneviève est évidemment l'héritière de la bibliothèque de l'abbaye. Et donc, c'est un lieu de conservation et de rassemblement des savoirs, mais c'était aussi évidemment un espace de production d'ouvrages savants. Selon le vœu même des réformateurs, la présence d'une bibliothèque abondante et variée était le moyen d'encourager la production et la composition d'ouvrages écrits et publiés par les Génovéfains eux-mêmes. D'où une convergence qui se manifeste notamment dans la figure de certains des Génovéfains les plus prestigieux, hein, des bibliothécaires tels que Jean Fronteau, Barthélemy Mercien de Saint-Léger et Pingré, en passant par Claude Dumolinet. Alors, je rappelle juste qu'en 1624, l'abbaye dans laquelle s'installent les chanoines est presque totalement vide de livres, et devant ce dénuement, le cardinal de La Rochefoucauld offre environ 600 volumes de sa collection particulière, dont relativement modeste en un sens, mais qui peut être considéré comme un geste inaugural, fondateur de la bibliothèque de l'abbaye. C'est Jean Fronteau qui est le premier Génovéfain à occuper les fonctions de bibliothécaire, hein, de 1636 à 1662, et il a visiblement contribué puissamment à l'accroissement des fonds, notamment dans des champs du savoir qui ont été évoqués tout à l'heure, hein, les ouvrages de dévotion, de théologie, notamment tout ce qui avait trait à la question de la grâce, mais aussi un champ du côté de la littérature un champ de recherche du côté de la littérature orientale. Et surtout, Fronteau est l'un des premiers grands savants de la congrégation. Il est professeur de rhétorique, prédicateur, chancelier de l'université, érudit pratiquant une dizaine de langues, en particulier l'hébreu, et il prend une part active donc aux querelles sur l'auteur de l'imitation de Jésus, comme il en a été question à l'instant, et aux grandes controverses religieuses qui marquent l'époque. Il est soupçonné de jansénisme, en raison notamment de son livre sur l'Augustinus, Antithèses Augustini et de Calvini, et il est exilé en 1660. Il publie aussi de nombreux ouvrages en latin. Il entreprend une histoire des chanoines réguliers qu'il laisse inachevée. Son successeur, Pierre Lallemand, aura soin, lui, de ne pas s'engager dans les querelles théologiques du temps, mais de se consacrer à des ouvrages de dévotion, hein, les Saints désirs de la mort, le Testament spirituel, la vie de Sainte-Geneviève, où se manifeste une sorte de conception irénique du savoir, qui doit rester, selon lui, l'apanage du clerc. À sa mort en 1673, la collection des Génovéfains compte près de 8000 volumes, et donc, dès ce moment-là, l'abbaye peut prétendre au titre d'abbaye savante. C'est d'ailleurs à nouveau son responsable qui, à partir de 1675, devient une figure d'excellence de l'érudition génovéfaine, hein, Claude Dumolinet, dont il a été question. Et en cette figure se réunissent, me semble-t-il, de manière exemplaire, l'activité de bibliothécaire et la production érudite, double trait assez caractéristique de certains éminents savants et écrivains de la congrégation. Donc il a consacré notamment une grande part de son temps à la rédaction de relations annuelles, hein, des lettres circulaires imprimées adressées aux maisons de province, qui lui donnent l'occasion d'encourager vivement les dons de livres à la bibliothèque dont il a la charge, et aussi d'inciter les chanoines à l'étude, à l'écriture, et de faire connaître les dernières publications des Génovéfains. Sous son impulsion, les collections de la bibliothèque s'accroissent au point d'en faire l'une des plus riches du royaume, hein, environ 20 000 volumes à sa mort en 1687.
Il est évidemment connu aussi pour le cabinet de curiosité qu'il crée ex nihilo et qui contribue grandement au prestige de l'abbaye. Il en dresse un imposant catalogue, la description du cabinet de Sainte-Geneviève, mais ses autres publications sont fort nombreuses. Il est spécialiste d'histoire, d'archéologie, il compose des ouvrages de numismatique, une histoire de la fortune des lettres romaines, établie et justifiée par plusieurs belles antiquités, ainsi qu'un traité sur les figures des différents habits des chanoines très richement illustrés. C'est une période d'ailleurs particulièrement florissante pour les publications génovéfaines, sans doute, mais là Isabelle Briand serait bien plus compétente que moi pour l'expliquer, mais parce que l'abbaye chef d'ordre peut permettre d'entretenir suffisamment de religieux pour que certains puissent consacrer l'essentiel de leur temps à des travaux intellectuels. Parmi ceux-là, certains font preuve d'un éclectisme tout à fait remarquable. Donc René Le Bossu, dont j'ai déjà évoqué le traité du poème épique, mais qui est aussi cartographe, féru de physique. Il écrit un important parallèle des principes de la physique d'Aristote et de Descartes. Anselme de Paris est aussi bien l'auteur d'un ouvrage sur la croyance orthodoxe à l'égard de l'Eucharistie que d'un essai sur l'explication cartésienne de la lumière, resté inédit. Louis de Senlec, qui écrit des poèmes satiriques, assez intéressants, à vrai dire. Et évidemment, par ailleurs, une production imprimée qui se concentre dans le domaine des sciences sacrées. C'est beaucoup moins, évidemment, remarquable, c'est assez naturel. L'histoire ecclésiastique, l'histoire des chanoines de Raymond Chaponel d'Antécourt, la théologie, des éditions commentées de l'Ancien Testament de Jean Paulinier, par exemple, des textes apologétiques de Jean-Baptiste d'Antécourt, c'est un faux homonyme, et des recueils de sermons de Paul Beurier, par exemple. Le XVIIIe siècle s'ouvre par un don capital, un don de livres. C'est Charles-Maurice Letellier, en 1710, qui lègue 16 000 volumes, signe de reconnaissance de l'abbaye comme congrégation apte au rassemblement, à la diffusion des savoirs. Les Génovéfains, qui en ont la charge durant la première moitié du XVIIIe siècle, prolongent les efforts de Dumolinet. On peut citer Louis-Joachim Gillet, qui publie une nouvelle traduction de l'historien Joseph, Pierre-François Lecourayer, l'auteur d'ouvrages théologiques et d'une dissertation sur la validité des ordinations anglicanes qui lui valut d'être excommunié. On peut citer Claude Prévost aussi, qui s'est consacré à la mise en valeur de la bibliothèque génovéfaine, qui a établi le premier catalogue général des imprimés, le premier récollement en 1734, et qui eut le projet de réaliser une bibliographie des ouvrages des chanoines réguliers, qui ne vit jamais le jour, mais qui montre néanmoins la conscience nouvelle d'être le dépositaire d'un héritage déjà important. Dans la seconde moitié du siècle, ce sont à nouveau des bibliothécaires de l'abbaye qui figurent parmi les principaux auteurs individuels de la congrégation. Joseph Barre, ou Barré, par exemple, bibliothécaire en 1752, qui oriente ses travaux vers l'histoire, il en a été question, l'histoire générale de l'Allemagne en particulier, et surtout, bien sûr, deux érudits aux personnalités très différentes, voire antagonistes, Alexandre Guy Pingré et Barthélemy Mercier de Saint-Léger. Pingré, il en a été question tout à l'heure, est nommé bibliothécaire en chef en 1754. En réalité, il n'en exerce la direction qu'en 1758. Il se consacre à toute une série de travaux, de voyages scientifiques. Il est astronome, membre de l'Académie des sciences, naturaliste, philologue, franc-maçon, poète occasionnel, même amateur de musique. C'est un aspect un peu moins connu de ses multiples talents. Il fut sans doute un claveciniste de très bon niveau. Ses publications sont très nombreuses, très variées, avec notamment donc des traités astronomiques qui le classe parmi les savants importants de son époque. Contrairement à Pingré, pour qui la collection de livres restait sans doute secondaire par rapport à la recherche intellectuelle, Mercier de Saint-Léger voit dans la bibliothèque un espace central pour l'abbaye, à la fois de rassemblement des savoirs et de rencontre pour les savants. Il entretint une abondante correspondance avec nombre d'érudits de son temps, mais il est bien sûr surtout l'un des bibliographes les plus remarquables de son époque. Il a notamment critiqué la bibliographie instructive de Guillaume-François de Bure, ce qui est la marque sans doute d'une revendication d'une compétence supérieure du clerc dans la connaissance du livre et même dans la détermination de sa valeur bibliophilique. Ces très nombreux opuscules prennent souvent la forme de lettres adressées à des revues savantes, notamment les Mémoires de Trévoux, dont il devient responsable en 1765.
Mercier jugeait d'ailleurs la production de ses confrères génovéfins trop peu abondante, mais pour publier un ouvrage, ceux-ci devaient obtenir la permission de leurs supérieurs, ce qui n'allait pas de soi dès lors que les recherches ne correspondaient pas parfaitement aux normes ou aux dogmes en vigueur, comme en témoigne l'interruption, après la publication du premier volume en 1781 de l'ouvrage de Jean-Marie Vialon, Philosophie de l'univers ou théorie philosophique de la nature. Sans doute d'autres facteurs expliquent qu'un assez grand nombre d'écrits génovéfins soient restés inédits. La production des génovéfins témoigne elle-même d'une forte diminution des ouvrages de théologie, Isabelle Briand l'a mentionné, au profit de l'histoire en particulier, où s'illustre, il en a été question, le Père Lelarge, Anquetil, bien sûr, Antoine Monger, Étienne-Pierre Vintenat et d'autres. Ces quelques remarques, j'espère ne pas avoir été trop long, visent seulement à témoigner à la fois du travail que j'ai effectué auprès de Nicolas Petit, de l'intérêt de cette bibliographie génovéfaine pour tous ceux qui s'intéressent à la vie culturelle, religieuse et intellectuelle des XVIIe et XVIIIe siècles. Et j'ai aussi voulu rendre hommage à un éminent bibliographe, un grand savant, un grand collègue, un ami, pour lequel j'avais une très profonde sympathie. Je vous remercie de votre attention.